nous poursuivons maintenant avec le sujet suivant. On parle du Congo-Brazza. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement vendredi 8 janvier 2021, candidat du Parti congolais du travail pour la présidentielle de mars de cette année. Cette investiture est le fait marquant de la première session extraordinaire du comité central du PCT. Membre de ce comité central, Esther Aïssou Gayama, s'est chargée de lire la déclaration relative à cette investiture. Elle a déclaré, je cite, « Le comité central approuve à l'unanimité l'investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le comité national, d'investiture en tant que candidat du Parti congolais du travail à la magistrature suprême de notre pays. » Mais sans Fioclou, au niveau du Congo-Brazza, l'investiture de Denis Sassou Nguesso ne surprend personne. Bien sûr, aucune surprise, parce que le président Sassou Nguesso est un viveur et c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Il avait pris le pouvoir le 5 février 1979 et le 5 février 1979 à 1992. Pascal Lissouba ouais. Est venu en 92 et au cours de son mandat, Denis Sassou Nguesso, revenu de France, lui a fait un coup d'État avec l'aide de l'armée angolaise. Et il a repris le pouvoir en 1997 jusqu'à ce jour. Il a été aux élections de 2002, 2007 et 2016. Ce qui veut dire que le président Denis Sassou Nguesso s'est dit président à vie, en quelque sorte, pour la République du Congo. À l'époque, il y avait l'or noir qui coulait. Depuis la chute de l'or noir, le Congo est en difficulté. Par rapport aux institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, n'aiment pas le Congo parce que tous les prêts qu'ils ont présentés étaient viciés. Donc aujourd'hui, la République du Congo a des problèmes économiques énormes. Et dans cette situation, le président Denis Sassou Nguesso veut toujours rempiler. Et personne ne peut lui dire non. Le parti unique y est, et pour toujours. Bon, il y a quand même des partis de l'opposition qui sont là. On parlera d'eux tout à l'heure. Oui. Les partis d'opposition, la guerre qu'il y avait eu entre-temps, qui a entraîné la défaite de Lissouba. Quel parti politique est en activité au Congo? Quel parti est en activité au Congo? Denis Sassou Nguesso a tout verrouillé. Il veut mourir président du Congo-Brazzaville. À 77 ans, il se postule encore pour les élections présidentielles. Moi, je pense que c'est de trop. Sassou Nguesso, aujourd'hui, il n'y a pas... je sais qu'au sein de son parti, personne ne peut lui faire la concurrence et on le voit clairement à cette investiture. Ce n'est que des discours élogieux qu'on entend sur le bonhomme. Oui, nous sommes dans un contexte où, dans un pays où il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, à part le pasteur Ntoumi, je ne vois qui a plusieurs fois eu des difficultés politiques avec le pouvoir en place. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas la démocratie, où nous sommes dans un pays où on se trouvait dans les années 87-86. C'est-à-dire que c'est la dictature pure et dure, aidée par la France. Parce que quand nous parlons de aidée par la France, ça peut suffoquer, mais tous ceux qui connaissent les réalités politiques des pays francophones de l'Afrique, ils savent que même le pétrole dont parlait Fioclou tout à l'heure, qui aurait fini dans les... Le pétrole ne devait en principe pas finir. Mais sauf que qui en a profité de ce pétrole? C'est la France qui a profité de ce pétrole, comme il en profite aujourd'hui du pétrole du Gabon, avec l'ancienne ELF qu'on a dû faire disparaître pour des raisons de scandale. Et donc aujourd'hui, faut pas se leurrer, le Congo est toujours dans le giron France-Afrique. C'est l'un même des pions de la France-Afrique en dehors du Gabon et encore de la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui est le gourou, le patron des francs-maçons, pratiquement en Afrique, vous pensez que dans leur confrérie, il va se laisser berner? C'est lui le patron. Donc il est là, il va rester, sauf que c'est la mort qui va le faire partir.
C'est là où se trouve le problème. Donc il y a aucune volonté d'asseoir même des bribes de valeurs démocratiques au Congo. Ça, c'est incommensurable, c'est inadmissible et c'est pas possible au XXIe siècle. Alors, au temps de Pascal Lissouba, un professeur émérite, un professeur de son niveau, qui est arrivé démocratiquement au pouvoir. Et que la France ce milieu français a encore utilisé pour ramener Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui a fait la France. Vous faites du gratuit qu'il a fait la France. Mais quand on parle de Bozizé qui a fait la France avant d'arriver tout récemment pour encore chercher à déstabiliser. Donc, tant que les Français ne cesseront pas de s'immiscer dans les affaires, dans les affaires politico et sécuritaires des pays francophones, on ne va pas sortir de l'auberge. C'est ce que vit actuellement le Congo. Malheureusement, il appartient aux Congolais de se décider et d'évincer ce genre de messieurs, des dictateurs qui ont pris des tentacules et qui ne veulent pas partir. L'espoir des Africains, c'est que ces gens-là aussi mourront un jour et le pays sera libéré. Pardon. Non, je pense que c'est trop facile d'accuser la France de tous les maux sur notre continent. Nous avons pris en main notre destin depuis 60 années déjà pour beaucoup de pays. J'estime que si nous avons un tant soit peu de responsabilité, nous n'accuserions pas la France de tous nos maux. Je suis d'accord que la France, comme tout pays, travaille à ses intérêts, qu'elle y travaille même activement. Mais nos potentats qui ont pris la relève, malheureusement, n'ont pas su travailler dans le bon sens, dans notre intérêt. Vous savez, l'Afrique centrale, j'estime qu'il aurait dû être un royaume. Parce que vous avez là plein de présidents qui s'accrochent, vaille que vaille, au pouvoir, malgré leur âge, malgré l'insuffisance aussi d'innovation dans leur manière de gouverner. Parce que les fonctionnements sont changés. Je ne suis pas de ceux qui pensent que au XXIe siècle aujourd'hui, surtout après les événements Trump au Capitole la dernière fois, que la démocratie soit la panacée, ou la meilleure voie même pour accéder au développement. Mais malheureusement, la plupart de nos pays ont fait le choix de la démocratie, même si on en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une démocrature, c'est-à-dire une dictature, mais avec des apparences de démocratie. Et dans le giron congolais, que ce soit le Congo-Kinshasa, qui est le meilleur élève de la zone, ou le Gabon, ou encore le Cameroun, de Paul Biya, le Tchad, d'Idriss Déby, tout ça, ce sont des royaumes qui tentent d'être instaurés. Et le véritable problème, c'est que c'est vrai, on peut accuser les dictateurs là de mettre une pression énorme sur l'opposition, mais on a du mal à entendre les voix discordantes. Et c'est ça la triste réalité. Je me demande aujourd'hui si finalement les populations ne s'accommodent pas de ce mode de fonctionnement pour les populations africaines qui pour la plupart sont issues de royauté. Je pense que la population finit par s'accommoder de présidents qui ont la preuve. S'il y avait eu un autre nom, ou en tout cas, je sens qu'il y aurait eu un schisme au sein du PCT si ce conseil politique-là n'avait pas choisi leur camarade, ou en tout cas Denis Sassou Nguesso, pour reprendre le flambeau. Et donc, à mon avis, je ne sais pas si on devrait prendre encore l'Afrique centrale, en tout cas un certain nombre de l'Afrique centrale, de pays de l'Afrique centrale, sous le prisme de démocratie où il faut donner plus d'ouverture. Mais je pense que même sans élection, ou à moins, comme on veut donner des apparences de démocratie, il faut laisser ces présidents-là continuer. Mais de toute façon, tout a une fin. Aujourd'hui, ils vivent. À un moment donné ou un autre, ils devront passer le relais. Et je suis persuadé aujourd'hui que, quel que soit le pays, que ce soit le Congo, de Sassou Nguesso, que ce soit le Cameroun, le Tchad, même s'il y a un autre dauphin, il y a beaucoup de risques que ce dauphin fasse 20, 30 années, ou en tout cas décède aussi au pouvoir. En tout cas, on présente Denis Sassou Nguesso. C'est vrai que ce n'est que le discours du parti au pouvoir. Il y a Pierre Moussa qui déclarait le camarade Denis Sassou Nguesso incarne l'espoir de tout un peuple de vivre dans un Congo toujours
en paix, la paix sans laquelle toutes nos ambitions sont vaines. On peut tout dire de Denis Sassou Nguesso, mais vous avez un Congo-Brazzaville qui connaît aujourd'hui la paix. Sous lui et dans la zone ouest africaine, par exemple, on sait dans certains pays ce que la paix veut dire. Est-ce que les Brazzavillois vont prendre le risque de remplacer un homme qui leur garantit peut-être ce dont ils ont besoin aujourd'hui? Ce même homme dont on parle a été la base de la guerre civile, qui a fait beaucoup de morts. Et même si on prend l'histoire politique de la République du Congo-Brazza, le 15 août, l'abbé Philibert Youlou a eu l'indépendance. Au cours d'un soulèvement, il a été déposé et Alphonse Massamba Deba avait pris le pouvoir. Massamba Deba a été déposé en 68 par le capitaine Marin Ngouabi, qui quelques mois plus tard a pris le grade de commandant. Il a été tué dans sa résidence en 1968 et le colonel Yombi Opango a pris le pouvoir. Denis Sassou Nguesso a repris le pouvoir des mains de Yombi Opango en 79 jusqu'à 92. Il y avait eu cette élection présidentielle où Lussuba a gagné. Lussuba, au cours de son mandat, a eu affaire avec Lussuba, avec Denis Sassou Nguesso, avec l'appui de l'armée angolaise. Et Lussuba est parti en France. Paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus. Mais Denis Sassou Nguesso, on peut dire qu'il a passé son temps pour le pouvoir. Il a le goût de pouvoir et il est toujours là pour le pouvoir. Ce qui veut dire qu'il est vrai qu'à part ces soubresauts de guerre civile, depuis un certain temps, il n'y a plus de crépitement d'armes. Dans Congo-Brazzaville, le crépitement d'armes, c'est au niveau du Congo-Kinshasa, l'autre Congo. Ce que son camarade de parti a dit n'est pas pourtant faux. C'est vrai qu'au niveau du Congo, il y a la paix aujourd'hui. Mais on ne mange pas la paix. Mais on ne mange pas sans la paix. En fait, je dis souvent que c'est ce que bizarrement tu viens de dire, il vient de conclure que quand on a une paix, c'est vrai que les gens peuvent... Ça, c'est la paix des vainqueurs. Et quand on a la paix des vainqueurs, c'est une paix précaire. Et dans une paix précaire, les gens n'ont pas forcément de quoi manger 2 fois dans la journée. 2 fois par jour, quand vous allez au Congo, ils vous diront que c'est les armes aux tempes. C'est les armes à la tempe. Les gens sont là, on parle de paix. De quelle paix parle-t-on? Vous vous rappelez de l'explosion de Mpanzi, pas Mpanzi, du quartier Mpila, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a souvent ces genres d'événements qui viennent conforter des pouvoirs dictatoriaux, dictatoriaux plutôt. Et ces pouvoirs-là, c'est l'un de ces pouvoirs les plus féroces, les plus durs en Afrique centrale, voire toute l'Afrique, en dehors de Paul Biya au Cameroun, c'est le Congo. Il vient de dresser le parcours du Congo. Et dans des pays comme où les coups d'État se sont succédés, il y a toujours une puissance derrière. Qui a colonisé le Congo? Déjà, quand on parle de camarades, vous savez la consonance idéologique du mot camarade? Bon, ils sont dans une partie des travailleurs, donc d'accord. On s'appelle camarades. Hein. Voilà. Et moi, ça me renvoie à des idéologies socialistes et communistes. Le président Massamba Deba avait opté pour l'idéologie socialiste, c'est pourquoi on l'a démis. Comme au Bénin de Kérékou, qui a un moment donné. Donc, si en dehors de 92, où il a quitté le pouvoir, si on veut faire les comptes de 79 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez l'année à laquelle le monsieur tourne autour du pouvoir. Et c'est pas bien pour même si nous sommes dans une dictature, c'est pas bien pour un pays, une république. Une république, c'est le respect des règles, c'est le respect des valeurs, c'est le respect de la démocratie. Même s'il n'y a pas de démocratie, au moins qu'il y ait un développement visible. Il n'y a aucun développement au Congo? Non. Quand on parle de développement, ce ne sont pas ces développements mineurs-là qu'on voit. Ici, on n'en a même pas. Il n'y a même pas d'échangeur, aucun échangeur au Togo. C'est juste l'exemple que je vais donner pour prouver que quand vous allez au Congo, vous en avez plein. Enfin, s'il est question d'échangeurs, si c'est votre baromètre développement,
Il y en a plein. Non, je le prends juste en termes d'éléments physiques. Parce qu'il y a des indicateurs qui conduisent à un réel développement. Il y en a plein. On peut en faire un débat. On peut en faire un débat ici. Mais je dis quand même que si certains donnent l'exemple du Rwanda, où il y a une rigueur, une dictature, si on veut comparer le Congo au Rwanda, donc il n'y a pas de développement au Congo. Parce qu'il fait la même chose. Ce que Nguesso fait ici, Kagame fait la même chose là-bas. Même pire. On en a entendu, là, envoyer des gens, tuer des gens, ses opposants en Afrique du Sud, tout ça là. Mais quand vous allez au Rwanda, vous croyez dans un pays occidental, mieux dans un pays arabe. C'est-à-dire, quand vous allez en Iran, à Téhéran, vous n'allez jamais croire que vous êtes dans un pays proche-oriental ou extrême-oriental. Donc, c'est-à-dire que c'est de ce développement que nous parlons. Donc, comparons ce qui est comparable en Afrique. Le Rwanda, le Congo, il n'y a pas match. Donc, c'est-à-dire que c'est un développement de façade qu'on nous présente pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et ce développement doit être accompagné par un minimum de dose de démocratie, de respect des valeurs démocratiques. Il n'y en a pas. Les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, il n'y en a pas. Et on vous dira que c'est les Blancs qui ont amené ça. Autant de Soudanais qui étaient en 1250, 1240. Autant de Soudanais qui étaient, il y avait déjà... Il y a une charte. La charte qui donnait... La charte actuelle est inspirée de... Qui était démocratique à l'endroit même des femmes. En ce temps-là, déjà. Et c'est ce que le Blanc a copié pour nous dire que c'est lui qui nous a... Beaucoup de choses ont été copiées, soit au niveau des empires africains, ou soit au niveau de l'Égypte ancienne. Donc, c'est dire quand même que les Africains aujourd'hui, le credo, le leitmotiv, c'est vivre dans la démocratie, vivre dans le changement et l'alternance. On n'a pas ça au Congo, donc ne nous l'aurons pas. C'est des réalités qui sont têtues. Quoi qu'on dise, Denis Sassou Nguesso, quand même, tient la RDC d'une main de fer. Vous avez son opposant, le Congo-Brazzaville, j'allais dire. Vous avez son opposant, le général Jean-Marie Mokoko. On a vu le sort qu'il lui a réservé. On n'a pas l'impression d'une véritable démocratie dans ce pays. C'est pour ça, je vous ai dit au début que le Congo, à mon avis, n'est pas une république, c'est un royaume. Et la manière dont les royaumes, et pas le Congo seul, je vous dis qu'il y a plusieurs, j'oubliais, il y a la Guinée de Obiang Nguema, il y a le Cameroun de Paul Biya, et puis moi, je ne les considère pas comme des démocraties, et à mon avis, les règles démocratiques n'ont pas lieu d'être, mais plutôt des royaumes où il y a un tout-puissant qui décide, qui a un certain nombre de proches, qui profitent, et puis le reste sont des sujets. Et quand vous avez un sujet qui critique la manière de fonctionner, de faire du roi, on sait tous là où il doit finir. Et c'est comme ça. Enfin, vous prenez tous les opposants d'Afrique centrale, ils finissent de la même manière. Dans toute l'Afrique centrale, nous avons des royaumes. Et finalement, ce qui est pire, on a l'impression que les populations même s'accommodent de ce fonctionnement, en sont contents, parce que les velléités de révolution les velléités de révolution qu'il y a eu dans un certain nombre de pays où d'autres ont abouti, on n'a jamais vu ça. Quand vous prenez les pays côtiers, il y a plein de pays qui sont des potentats, où il y a eu des velléités de révolution. Certains ont marché, comme le cas du Burkina, d'autres par contre n'ont pas réussi. Mais on a senti quand même, à un moment donné, le ras-le-bol de la population qui a obligé les régimes à s'adapter, à se remodifier. Mais dans ces pays-là, remarquez, on a véritablement, à part peut-être la zone anglophone du Cameroun, et là encore, c'est un autre débat, où il y a plutôt des velléités sécessionnistes. Et moi, je doute fort que même s'il y a sécession au niveau de cette zone, le nouveau dirigeant sera véritablement un démocrate, j'en doute. Ce sera un Paul Biya bis qu'on va installer à la tête de cette zone. Et donc, dans toute cette zone, et quand moi j'échange un peu, j'ai l'impression qu'à part ceux qui sont de la diaspora et qui font beaucoup de bruit souvent, j'ai l'impression que la population elle-même, les Congolais, se sont accommodés de ce fonctionnement. C'est un fonctionnement qui finalement leur plaît. Et, excusez-moi, ils attendent le décès du roi pour en installer un autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, peut-être, et ça reste peut-être un débat de juristes ou d'experts de la question, mais peut-être le format démocratie tel qu'importé n'est pas adapté à nos réalités africaines. Si les populations s'en accommodent, peut-être un certain nombre de zones ethniques où il y avait déjà cette existence de démocratie-là
ces zones peuvent s'accommoder de ce fonctionnement, notamment les zones côtières. Mais la zone Afrique centrale, je doute véritablement parce que vous avez eu des révolutions en Afrique du Sud, en Afrique australe, même s'il y a quelques potentats, c'est beaucoup de démocratie dans la zone. Vous avez le Maghreb qui est avec beaucoup de révolutions. Mais dans la zone Afrique centrale, vous n'avez même pas des velléités de contestation. Ce ne sont que quelques voix, même pas tout un parti, ce ne sont que quelques voix dissidentes qui rapidement sont étouffées. Et donc, à mon avis, il faudrait peut-être penser à changer ces républiques-là en royaume, et ça le plus tôt possible. Par exemple, au Gabon, surtout après le décès de Omar Bongo, il y a ces premiers ministres qui ont créé des partis politiques, qui ont joué le jeu. Et certains sont revenus à la case départ, d'autres sont demeurés opposants jusqu'à ce jour. Si je prends le cas de Jean Ping, qui était allé aux élections et la suite que tout le monde connaît. Ce qui veut dire que ce que Marc dit n'est pas faux. Et les responsables, les chefs d'État, surtout des pays de l'Afrique centrale, ne sont pas prêts pour lâcher le pouvoir. Et pour preuve, l'exemple de Denis Sassou Nguesso en est un. Moi, d'abord sur le cas de l'accommodation des populations à avaliser de façon béate ce que les rois font. Il les a appelés, les a qualifiés les rois antigrifes. Sauf que ce ne sont pas des royaumes, c'est vrai. C'est le comportement qui draine à cette désignation-là et qui lui donne raison, forcément. Mais les populations sont fatiguées de la lutte. Il arrive à un moment donné, c'est pas que les populations sont contents. Est-ce qu'ils ont lutté? En fait, c'est vrai ce que tu disais, Marc. On ne sent même pas un début de soulèvement. Oui. Et ce n'est pas seulement le Cameroun, même au Gabon. Oui, c'est de la plupart de ces pays-là. C'est ce que je voudrais dire. La nomenclature même physiologique et sociologique de la culture politique au Gabon, liée à leur culture, fait qu'il y a une dichotomie, il y a une distance entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, et l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest a une histoire de révolution. Parce qu'à l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays musulmans, il y a des pays chrétiens, il y a des gens qui ont migré depuis la Mésopotamie jusqu'à passant par l'Égypte jusqu'à arriver. Donc, pour migrer et quitter une terre pour aller à une autre, c'est des conquêtes, c'est des conflits. Ça fait que il y a cette révolution-là qui sont nées en certains, en Afrique de l'Ouest, et qui a fait en sorte que les révolutions ne sont pas des choses qui sont, c'est vrai, innées en des gens en Afrique de l'Ouest, mais qui ont été acquis de par leur parcours, historique. Maintenant, dans le cas de l'Afrique centrale, c'est le tableau qu'il a peint, c'est un tableau réel. Il n'y en a pas eu des gens comme ça, parce que les gens, tout dépend de leur nature et de leur origine. D'accord. Et de l'origine même de leurs grands-parents. Vous allez même voir que quand la CEDEAO, la manière dont la CEDEAO fonctionne, avec la fusion des tests, comment on les appelle, les tests communautaires, mais au niveau de l'UEMOA, ça ne marche pas comme ça là-bas. C'est dire qu'en réalité, le problème est plus profond et qui reflète même ce que nous voyons en réalité politique. D'accord. Moi, j'ai assisté une fois, pour donner cet exemple terminé, j'ai assisté une fois à une des réunions de la CEMAC, je pense, qui réunit un certain nombre de chefs d'État de la zone. Je n'ai pas véritablement l'impression que ce sont des gens qui sont prêts à accueillir de nouveaux venus. Non seulement ça, c'est une même appliqué même chefs de l'État qui ne sont pas prêts à accueillir un nouveau, et je doute fort. Je veux bien voir comment va se dérouler un sommet quand il y aura peut-être, je ne sais pas, même pas ça. Dans un pays comme le Cameroun, où ça sera compliqué. Même pas ça, Marc Pout a fini, même pas ça. C'est-à-dire accepter même d'aller à un certain partage d'expérience entre États. Comme ça, c'est fait aux États ici, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que à respecter les règles communautaires. Laisser la souveraineté du Congo. C'est de quitter le Cameroun pour aller au Gabon ou pour aller la Guinée équatoriale, l'exemple même, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon. Vous quittez la Centrafrique. Je sais pas. Pour rejoindre le Congo RDC, qui sont deux pays voisins, vous devez passer par Lomé aujourd'hui. Passer soit par Lomé, soit par Addis Abeba. Ça dépend des vols que vous prenez. Mais vous revenez soit à Lomé pour repartir sur la RDC. Ah bon? Il n'y a pas de vol direct. Il n'y a pas de vol direct. Il n'y a pas de vol direct entre Bangui aujourd'hui. Un Camerounais ne peut pas aller au Gabon sans le visa.
D'accord, Le pire, c'est la Guinée équatoriale. On va aller à la pause et on revient après le journal.